Donc, c'est super de voir un mix de nouveaux visages et des visages de hier pour poursuivre les très belles discussions qu'on a eues. Donc, un énorme merci d'être ici. Bienvenue aux nouvelles personnes, bienvenue aux personnes qui étaient là hier. On est vraiment, vraiment extraordinairement heureuse de vous accueillir ici pour cette première édition, puis on l'espère pas la dernière du colloque Recherche lesbienne. Donc, allô aussi aux gens qui sont en ligne avec nous. Donc, petit rappel que notre colloque est possible grâce à la merveilleuse contribution de Femmes et Égalité des genres Canada. Donc, on est très heureuse de pouvoir avoir une occasion vraiment de partager avec vous, partager différentes connaissances, partager différents enjeux. C'était vraiment hier, honnêtement, c'était une journée extraordinairement riche. On s'est couché vraiment la tête pleine. J'ai appris tellement de choses, c'était incroyable. On est passé des arts à la culture, à la santé, aux enjeux sociaux. On a vraiment touché à tellement de choses. Il y a eu des rencontres extraordinaires. J'espère que vous en avez profité entre vous aussi pour vous retrouver, vous rencontrer. Donc, c'était vraiment, vraiment une journée extrêmement touchante. On ne s'attendait pas à une aussi belle réussite, puis que tous les panels soient à l'heure, malgré les petits problèmes techniques. Donc, on espère qu'aujourd'hui, ça va rouler de la même façon. Donc, encore une fois, merci. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les résultats de notre étude. Le Réseau des lesbiennes du Québec, l'année dernière, a mené un sondage en ligne. On a réussi à rejoindre plus de 1108 répondantes à travers le Québec. Donc, on était vraiment quand même très contente de ce résultat. Notre but, c'était vraiment d'aller chercher un portrait global, mais évidemment non exhaustif, des enjeux sociodémographiques et des enjeux systémiques qui touchent les femmes et les personnes de la diversité sexuelle. Donc, vous pouvez voir le merveilleux tableau fait par Inès. Inès, t'es où? Inès est là-bas. Donc, Inès, notre in-house graphiste, qui a fait le tableau qui résume notre rapport de recherche. Et le rapport de recherche est également disponible dans les pochettes que vous pouvez récupérer à l'avant. On vous invite aussi à aller chercher vos sacs si vous n'avez pas reçu vos sacs. Donc, je vais vous présenter de façon très brève quelques éléments du contenu du rapport. Donc, vous pouvez aller creuser l'ensemble des réflexions, l'ensemble des données dans le rapport davantage. OK, super. Donc, pourquoi est-ce qu'on a lancé ce sondage? Bien, évidemment, pourquoi on est ici? C'est parce qu'il y a un grand manque de connaissances sur les enjeux propres aux femmes LGBTQIA+, et aux personnes lesbo-queer. Donc, souvent, on va se situer, on a beaucoup de difficultés à vraiment saisir les complexités de l'intersection dans lesquelles on se trouve. Donc, il y a des variables quand même complexes qui sont difficiles à arrimer, qui sont difficiles à articuler. Donc, beaucoup d'études, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des enjeux sociaux, ne vont pas essayer d'articuler de façon plus nuancée ou de façon plus complexe des variables qui sont liées au sexisme et aux discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'expression de genre. Donc, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire à travers le rapport, donc de voir les intersections qui sont liées à ces deux systèmes discriminatoires. Et il y a aussi un grand manque de financement pour les recherches qui touchent aux femmes et aux personnes lesbo-queer. Donc, les objectifs de notre enquête, c'était d'identifier les enjeux systémiques qui sont rencontrés par les femmes et les personnes non-binaires et queer, lesbo-queer, et collecter des témoignages par rapport aux discriminations qui sont vécues dans différentes sphères. Donc, on avait une première partie du sondage qui était plus d'ordre sociodémographique. Donc, on va vous montrer des données quantitatives, des statistiques par rapport à des enjeux vécus. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'on avait aussi une partie qualitative. Donc, on a recueilli des témoignages sur différentes sphères, donc des discriminations et des enjeux relevés dans la sphère médicale, dans la sphère de travail, dans la sphère juridique, policière, culturelle, des réseaux sociaux. On avait aussi touché à la sphère religieuse, mais on n'avait pas eu des résultats particulièrement intéressants par rapport à ça, donc on l'a exclu de la présentation du rapport. Donc, comme je vous disais, on a réussi à rejoindre 1108 participantes à travers les 17 régions administratives du Québec. Donc, on était vraiment contentes. À un moment donné, il nous manquait une région administrative, puis dans les 2 derniers jours, on a réussi à avoir des répondantes du nord du Québec. C'est sûr qu'il y a quand même une majorité des participantes, à peu près la moitié, qui sont situées dans la région montréalaise, mais on a quand même une bonne représentation à travers différentes régions administratives du Québec. Puis, vous pouvez voir ici
des données par rapport à l'âge et aux générations des répondantes. Donc, on a quand même beaucoup plus de répondantes de la génération Z et milléniale, mais on a quand même réussi à aller rejoindre différents groupes d'âge. C'était seulement en français, donc c'est sûr qu'on a exclu la population strictement anglophone, mais comme je vais vous révéler en exclusivité à la fin, il y a une autre version qui s'en vient. Donc, je vais vous présenter vraiment, c'était difficile de choisir les données que je vais vous présenter parce qu'il y a quand même beaucoup de choses super intéressantes qui ont émergé de la recherche. Mais on voulait aussi essayer de comprendre les enjeux identitaires, donc comment est-ce que les personnes à travers nos communautés se définissent. Donc, on a des données très, très intéressantes par rapport notamment à l'identité de genre. Donc, on a à peu près une personne sur deux qui s'identifie comme femme cis et une personne sur deux qui s'identifie avec d'autres identités liées au genre. Puis, ce qui était super intéressant, c'est que l'identité queer est beaucoup, beaucoup ressortie, mais arrimée à l'identité femme. Donc, il y a 35% des répondantes, donc plus d'une sur trois, qui s'est identifiée comme femme queer. Donc, une certaine redéfinition de la féminité, mais de la féminité, pas nécessairement de la féminité, mais une certaine redéfinition de ce qu'est être femme sans nécessairement l'associer à une féminité traditionnelle ou cis-traditionnelle. Donc, c'était assez intéressant de voir le nombre de répondantes qui ont sélectionné femme queer. Puis c'est aussi très, très intéressant parce que dans les communautés anglophones, comme les recherches de Julie Podmore l'ont montré, il y a beaucoup plus de personnes qui ont tendance à s'identifier avec une orientation sexuelle queer. Alors que, comme vous le voyez dans nos résultats, qui touchent encore une fois les communautés francophones, il y a vraiment peu de personnes qui se sont identifiées comme queer par rapport à l'orientation sexuelle. Donc, seulement 16% se sont identifiés comme queer par rapport à leur orientation sexuelle, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus ressorti au niveau du genre. Donc, on trouve ça assez intéressant. Donc, les variations socio-linguistiques sont aussi intéressantes à comprendre. Puis quand on va faire une version bilingue de notre sondage, encore une fois, là, je spoil mon... on va essayer d'aller chercher certaines données par rapport aux changements linguistiques identitaires. Donc, parmi nos 1108 répondantes, on a 46 personnes qui s'identifient comme lesbiennes, 23,5% comme bisexuelles, 20% comme pansexuelles, 16% comme queer. Et c'était possible de cocher plus d'une orientation sexuelle. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui en ont coché plus d'une. Et on voit, c'est probablement pas une surprise, mais on voit, je pars trop vite, je vais prendre mon souffle, je vais être sûre de vous dire le maximum de choses. On voit une légère baisse de l'identification lesbienne en fonction des groupes d'âge. Donc, les générations plus jeunes ont moins tendance à s'identifier à l'orientation lesbienne. Donc, on voit vraiment la courbe est vraiment assez explicite. Et de plus en plus de personnes des jeunes générations ont tendance à s'identifier comme bisexuelles. Donc, on voit la courbe inverse avec l'orientation bisexuelle. Il y a aussi certaines autres données qui ne sont pas en fait, que je n'ai pas mis ici, mais que vous pouvez venir voir sur notre tableau. Donc, c'est intéressant, c'est des statistiques qui font écho à des choses qui ont été dites hier, donc notamment dans le panel sur la santé. Donc, une personne sur deux déclarait avoir des problèmes de santé mentale. Plus d'un quart des répondantes s'identifiaient comme étant neurodivergentes. Et évidemment, pas une surprise, je pense, le sondage démontre un faible salaire général pour un niveau d'études élevé. Donc, les femmes et personnes lesbo-queer ont tendance à être très, très éduquées et gagner moins d'argent. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est une chose souvent qu'on oublie un peu dans les recherches LGBT qui vont faire des conclusions plus génériques. On oublie qu'il y a quand même une certaine différence encore économique entre les salaires des femmes et des hommes qui vont affecter aussi les populations lesbo-queer. Donc là, je vais vous présenter certains enjeux qui sont ressortis. Donc, comme je vous disais, il y a différentes sphères. Donc, on a exploré 6 différentes sphères. Donc là, je vais vous en présenter seulement 3 de façon très brève. Donc, encore une fois, on vous invite à aller lire les témoignages dans le rapport de recherche. Donc, par rapport à la sphère médicale, je ne sais pas si vous avez pu assister, en fait, il y en a beaucoup qui ont pu assister au merveilleux panel sur les enjeux en santé hier, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait écho aux différentes recherches qui ont été présentées hier. Donc, on a reçu plus de 360 témoignages sur des discriminations qui ont été vécues dans la sphère médicale. Et donc, on a essayé dans l'analyse, comme je vous disais, on essayait vraiment de comparer. C'est vraiment complexe d'essayer de comprendre ce qui est lié à l'orientation sexuelle, à l'hétéronormativité et ce qui est lié au genre. Donc, autant au patriarcat sexisme qu'à la cisnormativité et au cissexisme. Donc, on essayait vraiment de comprendre cette intersection. Donc, il y a beaucoup de discriminations
qui sont ressortis par rapport à l'orientation sexuelle, donc un grand manque de connaissances sur la santé sexuelle et reproductive, des commentaires, des jugements, curiosité intrusive, outing forcé. Et par rapport aux enjeux liés au genre, donc on parle beaucoup de grossophobie médicale, de banalisation de la douleur, de manque de contrôle sur le corps, beaucoup de commentaires paternalistes, beaucoup de commentaires par rapport au mégenrage aussi, beaucoup de commentaires, jugements et des violences gynécologiques. Je vais vous lire certaines citations. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'aussi donner la place aux gens de s'exprimer. Donc, c'est quand même assez impressionnant qu'on ait reçu 360 témoignages parmi toutes les répondantes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui critiquaient les attitudes des professionnels de la santé. Excusez-moi, je veux juste enlever ça parce que ça gosse. Qui invalidaient l'orientation sexuelle ou la sexualité, en fait, la sexualité lesbienne, qui considérait ou qui faisait sentir aux personnes que ce n'est pas du vrai sexe. Donc, il y a certaines personnes, par exemple, qui disent « me faire demander à répétition si j'ai eu des relations avec des hommes dans les 3 derniers mois et ne pas être entendue quand je dis que je suis lesbienne. Me faire dire « ah, tes partenaires étaient des femmes, ben là, ça compte pas. » Un gynécologue a refusé de m'examiner alors que j'avais des saignements constants depuis plusieurs mois, sous prétexte que ça ne me gênait pas dans mes relations sexuelles puisque j'étais lesbienne. Un médecin qui ne fait pas d'examen gynécologique à une lesbienne car ce n'est pas considéré comme une relation sexuelle à risque. Donc, ce qu'on voit, c'est même pas juste une incompréhension ou des jugements ou un sentiment d'inconfort vécu par les personnes, mais c'est carrément un refus des soins. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas, n'ont pas pu avoir un pap test. Puis ça, on va sortir ça dans un flyer qui s'en vient aussi. Donc, vraiment comme un manque de soins qui peut avoir des conséquences sérieuses sur la santé des personnes. Aussi, sommes-nous surpris? On voit des commentaires paternalistes, des commentaires sexistes sur les corps des femmes. Donc, on met quelques exemples ici. Je suis majeure et j'ai demandé à mon médecin de l'information pour une réduction mammaire. Il m'a dit d'attendre parce que peut-être que mon futur chum va les aimer. Il y avait beaucoup de personnes qui ont évoqué la grossophobie aussi. Donc, la grossophobie médicale et le sexisme ont fait en sorte que des professionnels médicaux m'ont souvent recommandé une perte de poids avant de poursuivre d'autres traitements possibles. Elles ont aussi abordé le sujet de mon poids sans m'expliquer le lien avec le sujet de ma consultation. La prochaine, c'est une de mes préférées, pas dans le bon sens, là, mais l'une de mes amies avait un médecin de famille qui était aussi son gynécologue. Ce dernier lui faisait savoir qu'elle avait un beau vagin et que c'était une perte pour les hommes qu'elle soit lesbienne. Wouhou! Donc, beaucoup de commentaires recensés par rapport à une hypersexualisation aussi des corps qui viennent consulter les médecins. Vous pouvez voir aussi d'autres perles dans notre rapport. Et aussi, on voit aussi que les femmes, puis ça c'est quelque chose qui est documenté dans les recherches sur les femmes dans le milieu de la santé, qu'elles sont moins prises au sérieux. Il y a vraiment une banalisation de la douleur des femmes LBQ. Donc, notamment, on l'a vu un peu hier, juste par rapport aux symptômes menstruels. C'est normal d'avoir mal, c'est pas grave. Donc, gynécologue qui refuse de me faire passer des tests sous prétexte qu'il est normal pour une femme d'avoir mal au ventre. Je suis allée en médecine privée. Il s'est avéré que j'avais une vaginose inflammatoire et de l'endométriose. Un médecin m'a refusé un diagnostic de vaginisme, puisque selon lui, je devais simplement être plus relaxée. Il a refusé. Donc, encore une fois, vous voyez que ce n'est même pas juste une mauvaise compréhension des soins et des attitudes stigmatisantes, c'est des refus de soins. On a aussi, dans le souci de tangépotomie, mais on a beaucoup de commentaires aussi par rapport au mégenrage et à la transphobie vécue par le corps médical. Là, la sphère de travail, je vais y passer très, très brièvement, parce que la merveilleuse Émilie Morin va en parler mieux que moi après. Donc, on a reçu 261 témoignages sur des discriminations vécues dans la sphère de travail. Encore une fois, on a essayé de compartimenter le plus possible pour regarder l'intersection entre ces deux systèmes d'oppression. Donc, beaucoup d'outing forcé, fétichisation, instrumentalisation, curiosité intrusive par rapport à l'orientation sexuelle et par rapport au genre. Évidemment, ça, c'est des choses qui sont beaucoup documentées dans les recherches des femmes sur les femmes dans le milieu du travail. Invalidation de l'expertise, mansplaining, harcèlement sexuel, et on a aussi eu beaucoup de témoignages de mégenrage. Je vais juste vous partager 2 citations. Encore une fois, il y en a beaucoup plus dans le rapport. On me faisait beaucoup de remarques sur le fait que je n'étais pas intéressée aux hommes, beaucoup d'allusions au sexe hétérosexuel dans le but de me faire changer d'idée.
Également, beaucoup de remarques sexistes et dégradantes sur les femmes, puisque j'étais dans la gang de ceux qui aiment les femmes. Je me devais donc de penser comme un homme et d'accepter d'entendre des discours arriérés sur les femmes. Questions déplacées par des collègues de travail sur mes pratiques sexuelles lesbiennes, me faire dire que je ne suis pas normale par un autre collègue, que j'ai besoin d'un homme comme lui pour me faire changer, etc. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui ne l'a pas reçu. Hein? Puis c'est intéressant, donc là, je vais terminer avec cette sphère-là. C'est intéressant, on a reçu le plus de témoignages sur les enjeux dans la sphère culturelle. Donc, on a reçu 614 témoignages de personnes qui parlaient beaucoup de l'invisibilité des représentations, du manque de part et pour, l'absence de représentation d'espace lesbo-queer, lesbien, on en a parlé hier, notamment dans le panel sur les arts et cultures. Et évidemment, par rapport, encore une fois, au genre, donc plus de diversité liée à l'expression de genre et beaucoup d'agressions liées à la corporalité. Je vais passer brièvement par-dessus certains résultats. Un témoignage unanime, je pense qu'il n'y a pas une personne qui nous a dit qu'il y a suffisamment de représentation. Donc là, on parlait principalement, les questions posaient plus, les personnes commentaient plus la sphère médiatique québécoise. Donc les représentations sont rares et correspondent souvent soit à des préjugés, soit sont peu variées, souvent limitées à des représentations qui sont acceptables pour le grand public. Il commence à y avoir quelques personnalités publiques qui affirment leur orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle, mais c'est un phénomène récent et encore marginal. C'est une belle avancée, mais ça ne fait pas encore partie du paysage culturel établi. On a certaines figures publiques qui sont plus évoquées, puis à travers tous les témoignages qu'on a reçus, c'était toujours les mêmes. Donc, vous reconnaissez peut-être Manon Massé, Ariane Moffat, Debbie Lynch-White, Safia Nolin et Kat Levac. Donc, on a une citation de Ariane Moffat en 2015 qui disait « Oui, c'est vrai, j'ai résisté longtemps à cause de la stigmatisation, la crainte de devenir la chanteuse lesbienne au Québec ou encore la lesbienne de service. » Donc, on voit quand même que la visibilité médiatique des figures plus publiques en tant que lesbiennes ou personnes de la diversité sexuelle est très récente. Ce qui ressortait beaucoup aussi, puis là encore une fois, c'est là qu'on a réussi à comprendre de façon le plus, je pense, de saisir de façon intéressante l'intersection entre sexisme et discrimination liée à l'orientation sexuelle, c'est les cyberviolences qui sont vécues par rapport à l'apparence physique. Donc, quelques femmes lesbiennes prennent la parole, mais subissent du harcèlement ou des moqueries. On parlait beaucoup du cas de Safia Nolin, qui a subi beaucoup de harcèlement et de commentaires haineux en ligne, Manon Massé. Lorsque ces femmes sont conventionnellement belles, elles seront plus présentes. À partir du moment où elles ne le sont pas, leur présence est sans cesse remise en question. Il y a beaucoup de violence sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans la vie quotidienne. Donc, les femmes qui vont moins se conformer à l'image patriarcale vont être haïes. Donc, c'est carrément de la haine. Par exemple, Safia Nolin qui reçoit des menaces de mort à cause notamment, entre autres, de son apparence physique. Il y a très, très peu de femmes queer qui s'affichent et quand elles le font, elles reçoivent parfois énormément de haine. On avait beaucoup de témoignages aussi sur le fait que les femmes en général et les femmes lesbo-queer vont être prises beaucoup moins au sérieux ou vont être tokenisées. On a l'exemple ici de Denis Lévesque qui invite Manon Massé en son émission. Alors qu'elle essaie de lui parler de ses idées, il ne pose que des questions sur sa moustache. Il y a aussi un risque que les personnes LGBT soient tokenisées par les médias afin de donner l'apparence d'ouverture, mais qu'en fait, le milieu n'offre pas des chances à n'importe quelle personne queer. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux qui touchent à la représentation culturelle et médiatique. Donc, il y a des réactions très fortes. Plusieurs personnes évoquaient des réactions très, très fortes dans les médias, dans le public général, sur la visibilité LGBT. Donc, on va critiquer qu'il s'agit d'une mode, d'une tendance, qui commence à en avoir trop, qu'on impose un agenda politique. Donc, il y a comme des réactions très fortes par rapport à l'augmentation de la visibilité. Une certaine instrumentalisation de la sexualité lesbienne ou des représentations. Et en gros, pour pouvoir être visible, il faut que ce soit des représentations désirables qui ne dérangent pas trop. Donc, on voit que les représentations qui vont déranger, par exemple, à la fois sur les normes de genre et les normes liées à l'orientation sexuelle vont doublement déranger. Donc, vous pouvez aller lire encore une fois plus de témoignages dans notre rapport. Puis, je voulais terminer en parlant de la suite du sondage qu'on veut faire. Donc, l'idée qu'on avait eue, donc à la base, après tout ça, c'est qu'on aimerait avoir plus de données comparatives. Il n'y a vraiment aucun organisme lesbien pan-canadien
et un manque de données absolument quand même, c'est quand même troublant. On n'arrive pas à trouver beaucoup de données, que ce soit sur les espaces lesbo-queer à travers le Canada, que ce soit sur les enjeux sociaux, les représentations culturelles. Donc, on va faire circuler un sondage pan-canadien bilingue à venir au printemps. Donc, on vous invite, s'il vous plaît, à nous aider à le partager le plus possible. Si vous avez des contacts dans les autres provinces aussi, on veut vraiment essayer de rejoindre le plus de répondantes et de répondantes possibles. Donc, c'est ça, restez à l'affût. Et si jamais vous avez des idées, encore une fois, de où est-ce qu'on peut le faire circuler, de certains éléments que vous pensez qu'on devrait inclure dans le sondage, qui est encore temps de nous faire part, donc peut-être ici durant la période de questions. On s'intéresse notamment à, on va demander des questions, entre autres, sur les espaces lesbo-queer. Donc, est-ce qu'il y avait des espaces lesbo-queer qui existaient dans d'autres provinces, d'autres qui n'existent plus? Donc, on va essayer d'aller creuser aussi cet aspect-là. Donc, voilà pour un résumé très, très bref de notre sondage. Je prendrai maintenant des questions, si vous en avez. OK, on prend une question. Oui, vas-y. Mm. Mm-hmm. 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 Ouais. Mm-hmm. Ouais. C'est une question super intéressante. Il y a certains témoignages qui sont ressentis par rapport à des personnes qui se sentaient mal à l'aise avec leurs collègues féminines, surtout quand il y avait genre des changing rooms, des places où est-ce qu'elles devaient se changer, qu'elles disaient « j'ai peur que mes collègues pensent que je vais les cruiser, je suis mal à l'aise ». Fait que les rapports étaient plus malaisants qu'avec des collègues hommes. Fait qu'il y a certains témoignages qui sont ressortis par rapport à ça. Oui, effectivement. Puis c'est intéressant parce que le prochain commence justement avec de la situation des lesbiennes dans le cadre du travail. Fait que je pense qu'on va pouvoir continuer de creuser ces réflexions là-dedans. Mais oui, c'est intéressant, c'est ça, c'est beaucoup d'expérience avec le témoignage. Je pense que beaucoup d'entre nous se retrouvent à travers ça. Donc, je vous invite vraiment à creuser. Puis si vous avez des questions par rapport au rapport de recherche ou que vous voulez la version PDF qui est disponible aussi sur notre site web, n'hésitez pas à nous contacter. Okay, merci beaucoup. J'ai le privilège de vous présenter quelqu'un que tout le monde connaît déjà. Donc, sociologue Lynn Chamberlain a mis sur pied et a dirigé la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité genre de 2011 à 2020. Puis tout ce que tu as écrit sur ta bio, c'est « Elle est maintenant à la retraite ». Je pense que ça fait pas mal plus de choses. Alors, bonjour, bienvenue à l'atelier. Naviguer les structures sociales hétéronormatives. Là, je suis à la retraite, mais je vais faire ma prof pendant 30 secondes. En français, naviguer quelque chose, ça ne se dit pas. On navigue sur la mer, on navigue en mer, on navigue à travers une tempête, mais on ne navigue pas quelque chose. C'est un anglicisme. Fermons la parenthèse. Alors, ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Toute cette rencontre me fait énormément plaisir. Je vais vous présenter d'abord Émilie Morin, qui va nous parler de la situation des lesbiennes au travail, manifestation d'une asymétrie de genre. Elle est sociologue, spécialiste des effets de l'hétéronormativité sur les personnes LGBTQ+, dans le milieu de travail. Elle vient de publier « Tous hétéros au boulot », un ouvrage en collaboration avec Elisabeth Fetti. Excusez, j'ai mal. Tous hétéros au boulot, jouer et déjouer les normes de genre et de sexualité au travail. Elle est actuellement postdoctorale à l'Université Laval et travaille sur les enjeux de santé des personnes trans et non-binaires hospitalisées au Québec. À toi, Émilie.
Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'intervenir lors de cette deuxième journée du colloque, ayant assisté à toutes les communications hier qui étaient effectivement très riches. C'est un vrai plaisir d'être là. Et je voulais vraiment remercier les personnes organisatrices, Tara, Cynthia, Cass et Inès. Merci de permettre ces échanges qui sont vraiment super importants. Et comme l'a dit Lynn, donc je ne vais pas me représenter. Là, actuellement, je travaille sur les enjeux de santé des personnes trans. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la situation des lesbiennes au travail. Et j'ai l'habitude de préciser que je suis lesbienne moi-même. Est-ce nécessaire ici, dans cette salle? Je ne sais pas, mais c'est fait. Alors, le plan de ma présentation, donc je vais commencer par replacer de manière succincte, ce qui n'est pas une mince affaire, cette présentation dans un cadre plus large qui est celui des effets de l'hétéronormativité au travail pour l'ensemble des personnes des minorités sexuelles et de genre. Puis je vais faire un zoom sur la situation particulière des lesbiennes et surtout sur les deux postulats auxquels ces analyses ont donné lieu. D'abord, le premier qui est le fait qu'il existerait un avantage lesbien par rapport aux femmes hétérosexuelles dans le milieu d'emploi, dans les milieux de travail, et l'autre qui est au contraire l'expérience d'une double oppression liée à l'imbrication d'une domination de genre et de sexualité. Et enfin, je proposerai de transcender ces postulats en examinant les effets intégrés d'autres caractéristiques comme la situation parentale, la classe sociale et la racisation. Et donc, j'amènerai finalement beaucoup plus de questions que de réponses en bonne universitaire que je suis. Alors, comme le disait Lynn tout à l'heure, ça fait plusieurs années que je travaille sur les effets de l'hétéronormativité dans le milieu professionnel. C'était l'objet de ma thèse en France. Et puis, ça a été l'objet aussi d'un postdoctorat que j'ai réalisé à la chaire de recherche de la diversité sexuelle et des genres à l'UQAM sur les données d'une grande enquête, sans doute que certaines d'entre vous connaissez déjà, Savie LGBT. Et donc, voilà, finalement, la communication que je vais faire, elle s'appuie sur ces deux données, ces deux terrains de recherche français et québécois. Alors, parmi les mécanismes structurels d'une hiérarchisation des sexualités et de genre, on peut mentionner, je vais faire un panorama un peu général, on peut mentionner déjà la présomption d'hétérosexualité et de cis-identité. Autrement dit, tant qu'une personne n'a pas démenti qu'elle n'était pas hétéro et cis, elle est vue comme soutenant ces caractéristiques. Autrement dit, elle ne laisse pas place à une information manquante, mais à une fausse information, ce qui a des effets évidents sur les personnes LGBTQ+. La perception des frontières entre vie intime et vie professionnelle qui n'est pas la même selon les personnes, ce qui fait que les coming out sont souvent jugés trop intimes ou jugés selon une temporalité aussi particulière. Ils arrivent soit trop tôt, parce que justement ils sont trop intimes, c'est une parole trop intime, soit trop tard, et dans ce cas-là, la personne est vue comme ayant menti ou n'étant pas digne de confiance. Les avancées juridiques récentes qui ont déplacé les frontières de la normalisation en privilégiant les gays et les lesbiennes homonormatifs, c'est-à-dire blancs, monogames, avec un genre conforme à leur sexe assigné à la naissance en couple et éventuellement avec vie de famille, qui ont comme conséquence un nouveau découpage entre les bons LGBT et les autres. LGB plutôt. Du côté des ajustements, ah oui, non, pardon, j'ai oublié le plus important. Un effet d'hétéroprofessionnalisme, qui est un concept développé par Midi dans un article de 2013 qui décrit une forme de délégitimation professionnelle qui affecte les personnes queer, puisque finalement la notion même de professionnalisme intègre des dimensions hétéronormatives. Et du côté donc des conséquences pour les personnes LGBTQ+, je peux citer l'évaluation constante des risques encourus si elles divulguent leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, en fonction d'enjeux divers qui peuvent être professionnels, relationnels, institutionnels, de cohésion d'équipe, etc. Et le fait que c'est souvent elles qui vont gérer les conséquences de leur divulgation ou non-divulgation, ce qui entraîne une importante charge mentale et hypervigilance. Voilà pour un peu un panorama. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais ça me semblait important d'avoir un peu ces éléments en tête avant d'examiner plus en détail la situation qui peut être particulière des lesbiennes.
Alors, je redis donc les deux postulats principaux auxquels ont donné lieu les recherches. D'un côté, avantage lesbien par rapport aux femmes hétérosexuelles, et de l'autre, double discrimination. Et je vais me pencher plus en profondeur, on va dire, sur celui des avantages lesbiens. Alors, quels sont donc les éléments qui avantageraient les lesbiennes par rapport aux femmes hétérosexuelles? Elles pourraient plaisanter avec leurs collègues masculins sans risquer d'être vues comme ouvertes à des avances sexuelles. Elles bénéficieraient d'avantages salariaux, parce que mieux payées que les femmes hétérosexuelles, parce qu'elles se dirigeraient vers des métiers plus rémunérateurs, puisqu'elles ne bénéficieraient pas du double salaire et du mari avec un salaire plus élevé. Elles bénéficieraient également de stéréotypes positifs des hétérosexuels à l'égard des travailleuses lesbiennes. Concernant également leur implication au travail, elles seraient moins susceptibles de quitter leur emploi pour avoir un enfant et plus compétentes d'après les représentations qui les associent à la masculinité. Bon, sur les enfants, je pense que c'est clairement un peu daté. Elles seraient également moins confrontées au harcèlement sexuel et aux attentions sexuelles non désirées. Et enfin, ce qui renvoie au premier point, elles intégreraient plus facilement l'entre-soi masculin. Et je vais illustrer ce dernier point avec mes propres travaux. Bon, on peut d'ores et déjà constater que globalement, les bénéfices qu'elles rencontreraient seraient donc les effets directs d'un système sexiste et viriliste, mais aussi paradoxalement peut-être lesbophobe. Et je pense que ça sera intéressant ensuite, mais ça j'en reparlerai en conclusion, de voir si on parle d'avantages organisationnels, interactionnels, représentationnels, etc. Alors, dans mes propres travaux, j'ai interprété effectivement la proximité dont fait part certaines femmes lesbiennes travaillant dans la police vis-à-vis de leurs collègues hommes, en suivant cette perspective donc de l'avantage lesbien. Par exemple, une participante, Anne, décrit une affinité plus forte avec ses collègues masculins du fait de son orientation non hétérosexuelle. Elle y décèle une facilité plus grande de la part de ses collègues à parler d'eux, une fois le jeu de séduction soustrait des interactions. C'est le premier verbatim, je ne sais pas si vous voulez que je vous le lise, mais je vous laisse lire, il est à gauche. Dans un tout autre environnement de travail, Justine, qui est enseignante-chercheuse en France, voit son lesbianisme connu de tous comme un élément qui la protège de la suspicion d'avoir usé de ses charmes pour arriver à un poste haut placé dans l'université où elle travaille. Donc on voit que dans ces deux verbatims, effectivement, l'expression d'un avantage ressenti par rapport aux femmes hétérosexuelles, dans un cas parce que l'évacuation du jeu de séduction permet une proximité amicale, complice, de l'autre, cette évacuation est vécue comme une protection vis-à-vis de représentations sexistes qui associeraient la réussite professionnelle d'une femme à son potentiel de séduction vis-à-vis des hommes. Cet avantage lesbien est fortement associé donc au sexisme des collègues. Dans les milieux très masculins, ici la construction, mais on peut très fortement faire l'hypothèse de mécanismes identiques dans les comités d'administration de grandes entreprises. L'avantage d'être lesbienne est directement lié aux représentations sexistes des collègues qui agissent différemment en fonction de la disponibilité sexuelle de leurs collègues femmes, comme on peut le voir avec le témoignage de Jade, qui explique donc un avantage certain qu'elle retirerait de son lesbianisme par rapport à ses collègues hétérosexuels. Je vous laisse juste lire le témoignage. Je ne vais pas trop vite. Plus radical encore, le fait d'échapper au jeu de séduction parce qu'on est lesbienne peut avoir comme effet, ça je pense que Tara, tu faisais allusion à ça tout à l'heure, peut avoir comme effet de devenir involontairement complice du sexisme de ses collègues, comme expliqué dans cet autre témoignage de Jade, qui est donc intégré à l'entre-soi masculin au prix de se retrouver témoin de propos concernant même la violence conjugale dont font preuve ses collègues masculins. Je vous laisse lire le... C'est bon? Je vous laisse lire. Alors, des critiques ont été apportées à ces résultats, notamment car les analyses présentaient des angles morts importants. La première critique est que ces analyses ne concerneraient que les femmes lesbiennes blanches et occidentales qui adhéreraient culturellement au modèle d'un coming out libérateur. Il invisibiliserait au contraire le modèle du silence tacite des lesbiennes maghrébines développé par Salima Amari. J'ai observé effectivement dans mes travaux cet effet de racisation qui neutralise la possibilité d'un avantage lesbien pour les lesbiennes non blanches. L'autre critique concerne la non prise en compte de la classe sociale.
Autant ces analyses ne tiendraient compte que des femmes blanches, autant elles ne tiendraient compte que des femmes de classe moyenne ou supérieure. McDermott a notamment montré que les femmes lesbiennes de milieux populaires travaillaient plus souvent dans des milieux professionnels où l'hétérosexualité était très réglementée et que la divulgation de l'orientation sexuelle de ces femmes était la stratégie majoritaire. Or, pas de divulgation, pas d'avantage lesbien. Donc voilà pour les angles morts de ces analyses. En revanche, moi, ce que j'ai pu observer dans mes études, c'est qu'on est obligé de constater en fait l'effet de normalisation opéré par la maternité sur les femmes lesbiennes. Le fait d'être parent, en plus de constituer une ressource sûre au sens de Goffman, c'est-à-dire un sujet suffisamment consensuel pour être discuté entre personnes qui sont éloignées socialement, la maternité est une caractéristique considérée comme tellement centrale chez les femmes qu'elle a le pouvoir d'effacer en partie le stigma lesbien. Pour le dire autrement, les lesbiennes avec enfants redeviennent des femmes aux yeux de leurs collègues. Donc ce constat s'inscrit dans le phénomène d'homonormalisation qui s'opère avec beaucoup de force dans les secteurs professionnels. Pour conclure, donc il est difficile de parler d'avantages lesbiens, je vous avais dit que ça poserait plus de questions que ça n'apporterait de réponses, sans se demander d'une part pour quelles lesbiennes. Il n'existe pas d'avantage lesbien, mais d'avantage pour certaines lesbiennes, blanches, de classe moyenne et supérieure. Et que si l'avantage lesbien existe, non seulement il est restreint, puisqu'il vient avec son lot de sexisme, mais on peut aussi interroger la notion même d'avantage lorsque celui-ci s'inscrit dans un système viriliste, sexiste et bien sûr capitaliste. Il serait intéressant, et je m'applique à moi-même ce conseil, d'examiner comment les modalités d'existence des lesbiennes et des queers au travail viennent transformer le système lui-même et ses modalités de valorisation. Comment en fait on arrive à produire des catégories inédites. De plus, si une analyse intersectionnelle permettrait de mieux saisir l'ensemble des enjeux permettant d'éclairer cette question, elle devrait, il me semble, identifier les différents niveaux où le pouvoir s'exerce, donc organisationnel, intersubjectif, expérientiel, représentationnel. Et par ailleurs, pour reprendre le fil de mon propos, le fait d'être mère vient encore complexifier les imbrications de genre et de sexualité, puisque cet avantage lesbien disparaît au prix d'une réintégration des lesbiennes mères dans la catégorie femme, avec les inconvénients associés. Donc, en regard de ces résultats, on voit que les frontières de la normalité se déplacent au-delà de la catégorie homo-hétéro, en intégrant les bonnes lesbiennes et gays, tout en stigmatisant celles et ceux qui sont éloignés des modèles traditionnels. Voilà, et comme j'en ai parlé tout à l'heure avec Camille, j'adore ça, faire ma pub. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les enjeux de l'hétérosexisme et l'hétéronormativité au travail, il existe ce livre. Je vous remercie de votre attention. Merci. Si vous savez comment la présence et les travaux d'Émilie adoucissent ma retraite, parce qu'elle a pris la relève sur la question du milieu de travail, que moi j'ai toujours jugé très importante. Alors, la deuxième présentation, les femmes de la diversité sexuelle et de genre dans le prisme de la recherche du GRI Montréal, avec tout d'abord Amélie Charbonneau, qui est chargée de recherche pour le GRI Montréal depuis 2013. Forte de ses études en travail social, en études féministes et en communication. Elle aime particulièrement documenter les perceptions et les représentations des jeunes sur les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Aussi, Lou Saint-Onge, membre du comité de recherche du GRI Montréal depuis mai 2023. Elle est étudiante au baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse particulièrement aux expériences éducatives et professionnelles des personnes trans et cherche à comprendre leurs défis et ce qui impacte leur bien-être pour créer des milieux plus inclusifs. Pour commencer, je vous remercie d'être là un samedi matin quand même. Il faut être courageuse pour venir écouter des conférences avant la nuit blanche en plus à Montréal. Donc, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier le LQ d'avoir organisé ce merveilleux colloque. C'est vraiment le fun. J'étais là hier, puis je suis très contente de pouvoir présenter aujourd'hui. Donc, je vais faire une présentation un peu comme on fait quand on fait des interventions au GRI Montréal. Donc, je m'appelle Amélie. J'ai 38 ans et je suis lesbienne. Donc, j'utilise les pronoms « elle » et les accords au féminin.
Puis donc, je m'identifie comme lesbienne, mais aussi comme femme queer. Donc, bonjour, je m'appelle Lou. J'utilise les pronoms elle et yel, les accords neutres et féminins. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc, aujourd'hui, pour notre présentation, on va commencer par une courte présentation de c'est quoi le Gris Montréal. Ensuite, on va dresser un portrait des jeunes qu'on a rencontrés dans l'échantillon pour notre présentation d'aujourd'hui. On va présenter leurs réponses concernant leurs sentiments par rapport aux personnes non-binaires, aux femmes trans, lesbiennes, bisexuelles et pansexuelles. Puis on va discuter la présence du mot lesbienne dans les réponses aux questions ouvertes des questionnaires. Donc, le Gris Montréal, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, c'est un organisme qui existe depuis presque 30 ans. Ça s'en va bientôt, notre 30e, surveiller nos réseaux sociaux. Donc, notre mission, c'est de démystifier la diversité sexuelle et de genre par le témoignage. Donc, les interventions qu'on fait, c'est dans notre jargon. Intervention, ça veut dire un atelier qu'on offre surtout au milieu scolaire, mais aussi à d'autres milieux, où il y a 2 bénévoles qui vont aller raconter leur histoire en répondant aux questions des personnes qui sont présentes avec elles. Donc, le volet recherche a toujours fait partie du Gris Montréal, donc entre autres pour documenter les perceptions des jeunes par rapport à la diversité sexuelle et de genre, mais aussi pour s'améliorer, donc de fois en fois. Donc, la démystification de la bisexualité est arrivée en 2009, puis depuis 2019, donc on démystifie aussi les identités de genre trans et non-binaires. Donc, c'est 2 volets qui sont à part, qui sont séparés. Donc, si une école peut nous inviter pour les 2 volets, donc le volet orientation et le volet identité de genre. Puis, à chaque intervention, c'est 2 bénévoles qui sont soit pas hétérosexuels ou pas cisgenres, qui vont être là pour répondre aux questions. On fait vraiment beaucoup d'interventions chaque année. On en fait plus de 1000 depuis plusieurs années. Donc, comme par exemple, l'année passée, on en a fait 1129. Puis donc, à chaque fois qu'il y a des interventions, il y a un questionnaire qui suit les bénévoles. Donc, il y en a une partie qui est remplie avant même que les bénévoles entrent dans le local. Puis ensuite, il y en a une partie qui est remplie à la fin des témoignages. Donc, notre échantillon aujourd'hui, c'est 6373 questionnaires qui ont été récoltés au secondaire en français et en anglais entre les années 2021 et 2024. Ils ont été majoritairement récoltés dans la région métropolitaine de Montréal, mais aussi dans le cadre du programme Gris part en tournée. Donc, il faut savoir que Gris Montréal, c'est juste un des 5 gris qu'on a au Québec. Il y a le Gris Québec, Montréal, Estrie, Chaudière-Appalaches et Mauricie-Centre du Québec. Le Gris part en tournée, ça sert donc à desservir les régions qui ne sont pas desservies par les 5 gris que je viens de nommer. Donc, dans notre échantillon, on a des interventions qui ont été faites en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, en Outaouais et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça a été fait dans nos 2 volets, donc c'est 2 questionnaires différents. Donc, pour commencer avec un portrait des personnes qui sont dans notre échantillon. Donc, c'est des jeunes qui ont entre 11 et 18 ans. En moyenne, ils ont 14,4 ans. Donc, c'est majoritairement des personnes qui ont 14 et 15 ans qu'il y a dedans. C'est à peu près moitié-moitié des filles et des gars, mais il y a 2 de personnes qui s'identifient ni hommes ni femmes. Donc, la question dans notre questionnaire, c'est « je m'identifie comme ». Ils ont le choix entre femme, homme ou ni homme ni femme, avec un espace pour préciser. Donc, dans l'espace pour préciser, les personnes ni hommes ni femmes nous ont surtout précisé être non-binaires, fluides dans le genre ou en questionnement, mais il y avait aussi une variété d'autres mots utilisés. Donc, avec le temps, au Gris, on s'est rendu compte que certains facteurs qui venaient influencer l'aise des personnes par rapport à la diversité sexuelle et de genre, puis la pratique d'une religion, quelle qu'elle soit, faisait partie de ça. Donc, c'est pour ça que je vous présente ici la proportion de personnes qui disent avoir une religion, qui est à 53,9. Puis, de ces personnes, il y en a 54% qui disent pratiquer leur religion. Mais un autre facteur qui vient influencer aussi l'aise des jeunes, c'est le fait de connaître au moins une personne lesbienne, gay, bisexuelle, pansexuelle, trans ou non-binaire, déjà avant même que le Gris arrive. Donc, cette proportion-là, dans notre échantillon, est à 58,4. Donc, ça fait presque 10 ans que je suis au Gris, puis cette proportion-là augmente toujours. Donc, on se fait connaître de plus en plus. On récolte aussi des informations sur les attirances des jeunes, attirances sexuelles. Mais avant de vous présenter les chiffres par rapport à l'attirance de notre échantillon, on veut vous mettre en contexte avec un panorama plus historique sur cette proportion-là dans les échantillons qu'on a. Donc, c'est ça, on va mettre en contexte l'évolution des attirances des filles qu'on rencontre. On observe, entre autres, qu'il y a une proportion de filles avec une attirance autre qu'exclusivement pour les hommes. Bien, cette proportion-là, elle augmente beaucoup, surtout quand on tient en compte les filles qui sont en questionnement ou qui n'ont pas d'attirance.
Ici, les graphiques représentent des répondantes sur 6 années scolaires. On remarque une augmentation de l'attirance envers les femmes. En 2001-2002, elle était à 1,8 et dans les données plus récentes, passe à 3,9 Il y a aussi une augmentation de l'attirance envers les hommes et les femmes, et aussi envers les personnes, peu importe leur genre, que c'est une option qu'on a ajoutée en 2017. Donc ça passe de 3,8 à 15 Il y a aussi une augmentation des personnes en questionnement de 2,6 à 8,8 L'option aucune attirance a fluctué, mais elle reste toujours autour de 2 et il y a une diminution assez marquée de l'attirance pour les hommes exclusivement. Donc, pour les besoins du colloque, on a choisi de ne pas présenter les attirances sexuelles des gars, mais on va passer à là, je pense qu'on est. Ah oui, ça, c'est notre échantillon. Donc, oui, on a fait une petite perspective historique. Vous avez remarqué que dans la dernière diapo, il y avait l'année 2022-2023. Elle est incluse dans notre échantillon. Donc, ça ressemble vraiment beaucoup quand même. Juste quand même pour info, si on met les gars et les filles ensemble, c'est 21,5 qui déclarent avoir une attirance sexuelle autre que pour le genre opposé. Donc, ça inclut bien sûr les personnes en questionnement et sans attirance. Donc ici, on observe l'attirance sexuelle des personnes s'identifiant comme ni homme ni femme. Toutefois, ces statistiques-là, il faut les prendre avec des petites pincettes parce que ça représente juste 2 de notre échantillon, donc c'est 115 personnes. On peut tout de même voir qu'il y a des attirances très diversifiées, qu'il y en a beaucoup en questionnement, donc 45,2 Et la deuxième option la plus populaire pour ce groupe-là, c'était une attirance envers les deux ou peu importe le genre, avec 31,3 Donc, on entre dans la section sur les sentiments des jeunes par rapport à la diversité sexuelle. Donc, ici, j'entre dans une section de graphiques qui se ressemblent, mais qui ne veulent pas toutes dire la même chose. Donc, tout au long des prochaines diapos, les colonnes oranges, c'est les personnes qui s'identifient ni homme ni femme. Les colonnes jaunes, c'est les jeunes qui s'identifient comme filles. Et les colonnes roses-rouges, c'est les personnes qui s'identifient comme garçons. Donc, ici, on a 4 mises en situation qui se ressemblent quand même. Donc, le premier bloc, c'est les jeunes qui sont à l'aise d'apprendre que leur meilleure amie est lesbienne. Celle qui est juste voisine, c'est d'apprendre que leur meilleure amie est bisexuelle ou pansexuelle. Puis ensuite, les deux derniers, c'est sœur lesbienne et sœur bisexuelle ou pansexuelle. Donc, on remarque que les personnes qui s'identifient ni homme ni femme sont quand même pas mal, toujours très à l'aise en quantité. Aussi que quand ça implique une amie, la mise en situation, les jeunes sont plus nombreux à être à l'aise que quand ça implique une sœur. Donc, il y a une petite diminution quand quand c'est une sœur. Puis aussi, bien sûr, que les gars sont beaucoup moins nombreux à être à l'aise que les filles par rapport à ces mises en situation-là. Mais sinon, on peut aussi voir que entre une mise en situation qui inclut une personne lesbienne ou comparativement à une personne bisexuelle, pansexuelle, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, on semble que c'est similaire. Donc ici, c'est la même légende de couleur. Ici, les mises en situation concernent le fait d'être témoin de signes d'affection entre deux personnes. Donc le premier trio de colonnes, ça représente les signes d'affection entre un homme et une femme. Le deuxième représente d'être témoin de signes d'affection entre deux femmes et le troisième entre deux hommes. Encore une fois, ici, les personnes s'identifiant comme ni homme ni femme restent très à l'aise en général. Les garçons et les filles sont plus à l'aise quand c'est des signes d'affection entre hommes et femmes. Et la proportion de filles à l'aise est équivalente pour 2 hommes ou 2 femmes. On peut aussi remarquer que les gars sont moins à l'aise par rapport à 2 hommes. Donc ici, c'est une question qui est disponible dans nos 2 questionnaires, dans les 2 volets. Donc, c'est leur sentiment par rapport à apprendre que leur meilleur ami ou leur adelphe s'identifie ni homme ni femme. Donc, le premier trio, c'est une meilleure amie qui s'identifie ni homme ni femme. Puis le deuxième trio, c'est adelphe. Donc, un thème récurrent, les personnes qui s'identifient ni homme ni femme sont quand même à l'aise avec ces mises en situation-là. Les filles sont quand même moins à l'aise quand c'est une personne qui serait dans leur adelphie. Donc, puis on voit aussi que les gars, sont encore une fois moins à l'aise que les filles, mais autant comme amis ou adelphie. Puis si on se souvient tout à l'heure des mises en situation qui incluaient une amie ou quelqu'un dans l'adelphie, mais par rapport à l'orientation sexuelle, les gars et les filles, ils sont quand même moins à l'aise quand ça inclut une personne, que c'est un thème de question d'identité de genre.
Donc ici, on se concentre sur 2 questions qui mettent en scène les femmes trans. Donc on vise à observer la réaction des jeunes face à une femme trans qui annoncerait sa transition. Ça, c'est une question qui est seulement présente dans le volet identité, donc il y a moins de répondants. Dans le premier trio, on parle du dévoilement d'un meilleur ami assigné gars à la naissance qui transitionnerait pour vivre comme femme. Et dans le deuxième trio de colonnes, ça serait la même chose, mais que c'est un frère qui transitionnerait pour vivre comme une femme. Encore une fois, ici, on voit que les personnes s'identifiant comme ni homme ni femme sont à l'aise. On voit que les gars et les filles sont plus à l'aise avec une transition d'un ami versus celle d'un frère. Et les gars sont moins nombreux à être à l'aise que les filles en général. Donc ici, c'est notre analyse qualitative. C'est très exploratoire. En fait, on a fait cette exploration-là que pour les bienfaits du colloque. Donc, on s'est demandé dans nos questions ouvertes, là, nos questions ouvertes sont assez simples. C'est dans tes mots, qu'est-ce qu'une personne trans, non-binaire, qu'est-ce que l'homosexualité, bisexualité, pansexualité, hétérosexualité et qu'en penses-tu? On a des questions après l'intervention qui est est-ce qu'il y a des changements dans tes perceptions par rapport aux termes que j'ai dit juste avant, et aussi s'ils ont des commentaires et des suggestions à nous faire par rapport à ce qu'ils viennent de vivre. Donc, dans toutes les réponses qu'on a reçues à nos questions ouvertes, il y a juste 1,2% des réponses qui contenaient le mot lesbienne. Donc, c'est quand même un très petit échantillon de réponses. Mais dans ce petit échantillon, il y avait une grande proportion de co-occurrence avec le mot gay ou homosexuel ou d'autres mots de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre. Par exemple, ici, j'ai transcrit des commentaires, donc gay et lesbienne, pour définir ce que c'est l'homosexualité, ou quelqu'un qui dit je pense que c'est homo d'être gay, lesbien, bisexuel, pansexuel. Donc ça, c'est le genre de truc où il y a comme une liste d'épiceries, d'étiquettes, puis il y a le mot lesbienne dedans. Sinon, il y a aussi quelques confusions parce qu'il y a des personnes qui, ça va leur faire du bien de rencontrer le gris parce qu'ils sont un peu perdus dans toutes les définitions et tous les termes. Donc, le mot lesbienne était dans la définition de ce que c'est une personne non-binaire, trans, bisexuelle, etc. Aussi, on a bien sûr des réponses qui témoignent que la personne qui répond trouve que les lesbiennes, c'est plus acceptable que les hommes gays. Donc, comme ici, on a, je crois que tout le monde devrait être traité équitablement, même si j'assume qu'une femme lesbienne me dérange moins qu'un homme gay, ou je pense qu'être gay, c'est pas très bon, mais lesbienne, c'est moins pire. Donc, je rappelle, c'est ces jeunes du secondaire. Puis aussi, il y avait quelques gars qui faisaient référence à leur intérêt sexuel pour les lesbiennes. Par exemple, l'homosexualité ne me dérange pas quand c'est des femmes, car tu peux les regarder sur les vidéos. On ne sait pas si où qui regardent. Donc, sur une note un peu plus positive, les jeunes mentionnent aussi le mot lesbienne pour parler de leur expérience. Donc, par exemple, il y a un jeune qui mentionne « Je suis très bien avec ça, l'homosexualité, mes parents sont lesbiennes ». Il y en a un autre qui nomme « Je suis lesbienne, j'ai toujours une bonne opinion et vision de tout ça ». Il y en a aussi qui utilisent le mot lesbienne pour parler des personnes intervenantes du GRI qu'elles ont rencontrées ou auraient aimé rencontrer. Parce qu'il faut savoir que quand le GRI intervient, c'est un binôme. Donc, parfois, il y a 2 lesbiennes, parfois, il n'y en a aucune qui sont parmi les intervenantes. Donc, il y a un jeune qui nomme « J'aurais peut-être aimé qu'on ne parle pas juste des lesbiennes ». Un autre qui dit « J'aurais aimé voir aussi une femme lesbienne ou autre ». Sinon, pour les besoins du colloque, on a fait une exploration d'un échantillon un peu plus ancien, entre 2014 et 2018. Puis on peut observer que les proportions de réponses concernant le mot lesbienne sont assez similaires. Les mêmes constats, la tendance se maintient. Donc, pour conclure, dans le fond, on se rend compte, bien sûr, que dans les jeunes qu'on rencontre au GRI, il y a des personnes qui s'identifient dans la diversité sexuelle et de genre. Donc, c'est important pour ces personnes d'entendre peut-être un peu leur entourage à l'école, leurs camarades, savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ces sujets-là. Mais aussi, ça leur fait peut-être du bien de rencontrer des personnes qui sont là pour se raconter. Aussi, on a remarqué que les personnes qui s'identifient ni hommes ni femmes et les filles, ils sont plus à l'aise que les gars par rapport à la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Ça, je pense pas que c'est un scoop. Mais aussi, on peut voir quand même que l'invisibilité des lesbiennes est visible aussi dans nos questionnaires. Donc, on a toujours besoin de bénévoles. Donc, s'il y en a parmi vous qui ça intéresse, vous pouvez écrire à l'adresse qui est là ou nous trouver sur les réseaux sociaux. Là, on est pas mal partout. Donc, je vous remercie, puis je remercie Lou aussi d'avoir fait la présentation avec moi. Merci. Merci, intéressant. Pour une vieille, j'avais longtemps que je n'avais pas une mise à jour des données du GRI, c'est super intéressant. Alors, la prochaine intervention porte sur l'infrastructure de soins et services communautaires pour les lesbiennes aînées.
perspectives pour les politiques et pratiques du vieillir chez soi par Megan Joy, qui est professeure agrégée au département de sciences politiques de l'Université Concordia. Ses recherches explorent les politiques du vieillissement, les politiques progressistes dans les villes et l'économie sociopolitique du secteur communautaire. Merci beaucoup. OK. Je veux juste mentionner que j'ai préparé cette présentation avec Julie Beauchamp, qui est professeure adjointe au département de psychiatrie et de neurosciences à l'Université Laval. Alors, pour notre titre, Infrastructure de soins et services communautaires pour les lesbiennes aînées, perspectives pour les politiques et pratiques du vieillir chez soi. En bref, vieillir chez soi fait généralement référence au vieillissement dans sa résidence, son quartier ou sa communauté préexistante, par opposition au vieillissement dans les résidences de soins de longue durée. Il s'agit d'un objectif qui constitue une priorité tant que pour les personnes aînées que pour les gouvernements. Non? OK. Pardon. Alors, les résultats dont je discute aujourd'hui proviennent de deux grands projets de recherche multipartenaires. Alors, pour le premier projet, ça examine la rôle du secteur communautaire travaillant auprès des personnes aînées pendant la pandémie à Montréal. Et projet B, c'est un grand projet qui examine la façon dont certains groupes de personnes aînées sont marginalisés ou confrontés à l'exclusion sociale dans les actions gouvernementales, surtout dans les soins de santé et sociaux. Alors, ces deux projets ont examiné la communauté LGBTQ+ aînée et nous avons des données intéressantes et riches sur les enjeux lesbo-queer et sur les lesbiennes aînées, ainsi que les organismes communautaires travaillant avec et représentant les lesbiennes aînées. Alors, nous présenterons ce travail ici aujourd'hui et on parle beaucoup de la secteur communautaire. Ici, c'est un travail qui est préliminaire, surtout notre analyse. Alors, cette diapositive illustre ce que nous savons grâce à la littérature et aux rapports sur les enjeux majeurs auxquels sont confrontés les membres de la communauté LGBTQ+ aînée. Il est important de noter qu'il existe très peu de recherches sur les expériences et les besoins spécifiques des lesbiennes aînées. Alors, on voit pour ce groupe qu'il y a les expériences de stigmatisation et discrimination au cœur de leur parcours de vie. À la même fois, on a vu une évolution du contexte et de reconnaissance de droits. Alors, beaucoup de changements politiques, juridiques et sociaux. Et certainement, c'est un groupe qui a plaidoyé et battu pour ces droits et ces changements. À la même fois, il y a beaucoup d'invisibilité sociale pour ce groupe. Aussi les enjeux intersectionnalité des positions sociales et des systèmes d'oppression. Alors ici, c'est l'agisme qui intersecte avec le sexisme, l'hétérosexisme, l'homophobie, la lesbophobie, le racisme, biphobie, capacitisme, etc. À la même fois, il y a beaucoup de résilience et capacité d'adaptation avec ce groupe. Ils ont créé beaucoup de réseaux sociaux et de soutien et la famille choisie. Finalement, il y a beaucoup de recherches qui existent sur les enjeux d'accessibilité aux services pour ce groupe, alors les services de soins et de services sociaux. Alors, les craintes de discrimination et stigmatisation, on a vu déjà dans beaucoup de présentations les problèmes avec le système de santé. Les présomptions hétérosexistes et cissexistes. Aussi les enjeux de dissimulation et dévoilement de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Aussi, dans les systèmes, il y a un manque, des fois, de reconnaissance de la partenaire, de la famille de choix, et aussi un manque de reconnaissance dans la continuum de soins donnés par les amis proches. Finalement, il y a beaucoup de craintes et de peur dans l'acceptation et traitement dans les ressources résidentielles pour personnes aînées, et beaucoup de peur d'être comme, elle est dans la placard encore. C'est un grand problème. Alors, les politiques. Il existe une multitude de politiques qui, pris ensemble, pourraient, en théorie, répondre aux besoins des lesbiennes aînées, la population LGBTQ+ aînée, plus généralement, à vieillir chez soi au Québec. Il y a plus de politique que ça, certainement. Tous les politiques sur le logement, c'est essentiel pour vieillir chez soi. Nous n'avons pas le temps d'entrer spécifiquement dans ces politiques, mais la question est de savoir si ces politiques prennent en compte les expériences vécues et les besoins d'ensemble de la population LGBTQ+ aînée, et surtout pour cette présentation des lesbiennes aînées, et comment ces politiques sont mises en œuvre de sorte qu'ils améliorent la qualité de vie.
Alors, ce que ces politiques reconnaissent et abordent rarement, c'est le rôle sociopolitique du secteur communautaire, qui ont peut-être lutté pour ces politiques, qui sont importants pour la mise en œuvre de ces politiques et dans l'amélioration de la qualité de vie. Alors, même si un récent rapport d'Égal soulignait l'importance des organismes communautaires, ou OC dans les diapositives, pour les personnes aînées LGBTQ+, il existe très peu de recherches à ce sujet et pratiquement rien sur les organismes offrant des services spécifiques aux lesbiennes aînées. Alors, nous constatons également les lacunes dans la recherche en gérontologie sur l'importance de la secteur communautaire pour réaliser le vieillissement chez soi. Il y a aussi les lacunes dans la science politique sur le fait que les organismes communautaires sont vraiment au cœur de la système de protection sociale et de la démocratie. Et finalement, même les études sur le secteur communautaire étudient rarement les plus petites organisations locales qui travaillent avec les communautés plus marginalisées. Alors, beaucoup de lacunes dans la pratique et dans la recherche. Pardon. OK. Alors, les 3 questions qui guident notre examen de nos données sur les enjeux liés au secteur communautaire LGBTQ+, travaillant auprès des lesbiennes aînées sont brièvement, je ne vais pas lire tout ça, mais numéro 1, quel est le rôle des organismes communautaires et l'importance dans la vie des lesbiennes aînées? Numéro 2, à quels défis et opportunités peut-être ces organismes ont-elles confrontés pendant la pandémie? Alors, les 2 projets, c'était une ère de pandémie. Et numéro 3, comment ces organismes communautaires sont-ils soutenus ou pas par les politiques publiques? Alors, juste bref, parce que c'est des grands projets. Mais le premier projet, pour notre méthodologie, on a fait un sondage avec 20 organismes communautaires. 3 de ces organismes servent spécifiquement la communauté LGBTQ+ aînée. Les autres organismes qui servent la communauté aînée peuvent avoir aussi les membres LGBTQ. On a fait aussi les entretiens avec les organismes communautaires, les acteurs politiques et les personnes aînées. Encore 3 servent spécifiquement la communauté aînée et 4 personnes aînées parlaient des enjeux lesbo-queer. Et les personnes aînées, ils étaient les membres de ces organismes. Finalement, on a fait un événement de rétroaction pour ce projet avec tous ces gens, où ils sont tous invitants. Alors, pour le deuxième projet, c'est Julie Beauchamp qui a dirigé cette section du projet, mais elle a fait 4 groupes de discussion, deux groupes de discussion avec les intervenants, alors les personnels du organisme communautaire, avec un groupe lesbien, un homme gay, et les entretiens aussi avec les femmes lesbiennes et un homme gay. Et on est en train de faire notre analyse maintenant, mais je vais partager nos résultats préliminaires. Et c'était une analyse thématique qu'on a faite. Alors, pour les résultats pour question 1, ici, c'est quoi les rôles et l'importance des organismes communautaires? Alors, ces organismes offrent des activités sociales et récréatives qui luttent contre l'isolement social auquel contribue le processus agisme et hétérocis normatif. Alors, beaucoup de ces événements sont gratuits, alors c'est répondre aux besoins matériels. Ça lui donne des opportunités d'expression et d'affirmation de soi. C'est une opportunité de partager les expériences, les connaissances générationnelles et intergénérationnelles des fois. C'est des opportunités pour la mutualité et le partage des compétences et peut-être de trouver une famille choisie. Alors, on voit dans la première citation ici, social contact, personal growth, self-affirmation, learning about each other to understand each other. It's a social net, a life balance. It makes us better citizens. Alors, on voit là la conceptualisation de comme démocratie qui est là. À la même fois, on voit qu'il y a un manque d'événements pour les lesbiennes plus aînées et ça devient de plus en plus restreint. Alors, on voit l'autre citation. Ces organismes offrent aussi les services qui abordent les intersections de la sexualité, du genre et du vieillissement et comblent les lacunes dans les institutions hétérocis normatives. Alors, on voit que ces organisations font des fois les accompagnements médicaux parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le système de santé, comme on a vu. Il offre des fois les soutiens en santé mentale individuelle et en groupe, les appels téléphoniques, des fois de la transport en commun et des fois aussi les formations en soins longue durée et à la soins à domicile. Alors, certains de ces services sont financés et d'autres sont plus informels et non financés. Alors, comme les services d'accompagnement médical, les appels téléphoniques, le transport, beaucoup de fois c'est informel
le personnel les fournit parce que le besoin existe, mais c'est pas payé. Alors, on a vu aussi que ces organismes créent vraiment un réseau local de soins via les partenariats interorganisationnels et via les référencements et le partage d'informations avec autres organismes LGBTQ et autres organismes axés sur le vieillissement. Finalement, ils font du travail ouvertement politique, pour le changement politique, mais il y a les défis de coordination et les défis de créer vraiment un espace de concertation entre organismes pour faire différentes actions en collaboration et en partenariat. Alors, pour question 2, on a vu que les besoins d'urgence se sont élargis, en particulier pour les soutiens en santé mentale. Et c'est un désastre, notre système public de santé mentale. Alors, on a vu les listes d'attente. À la même fois, pour quelques organisations, ils ont créé de nouveaux programmes innovants comme les programmes de groupes de discussion du santé mentale et les discussions qui ont renforcé la solidarité. La sensibilisation dans ce temps était vraiment difficile, surtout pour ceux qui n'ont pas un accès ou un accès limité aux ordinateurs ou à l'Internet. Alors, les appels téléphoniques étaient essentiels durant ce temps. On peut voir dans cette citation, at the beginning, we'd said, we'll do 20, 30-minute check-in calls, but they got longer, 50 minutes to an hour and a quarter. It was heavy for staff, mais c'était essentiel. Le passage en virtuel a été un processus. Le personnel a offert beaucoup de soutien individuel et on a aussi vu que la demande des services a accru durant ce temps. Et ce qui est intéressant, il y avait beaucoup plus de demandes des régions éloignées parce qu'ils pouvaient participer à les programmes virtuels. Le retour en présentiel était bien acquis par la plupart, mais c'était aussi difficile. Les besoins sont divers. Si les organismes ont un espace, c'est restreint et des fois, ce n'est pas accessible aussi. Alors, maintenir le mode hybride, c'est important, mais c'est encore plus de travail pour les personnels. Alors, notre dernier point ici, c'est juste généralement un épuisement du personnel. À la même fois, ceci a suscité une nouvelle attention portée à la santé mentale du personnel. Alors, soutien politique. Alors ici, on a vu un manque de programmes et subventions ciblés aux aînés lesbiennes et aux aînés LGBTQ+, plus généralement, ce qui mène à des travaux et les programmes non financés parce que les programmes LGBTQ+, ne sont pas financés par les mesures directes de la politique sur le vieillissement. Alors, on voit beaucoup de silos dans les financements. Deuxièmement, ici, grand problème, manque de financement de base et de mission pour les programmes récurrents pour ces organisations. Alors, on voit une neoliberalisation, je vais juste dire ça en anglais, et une tendance vers le financement à court terme qui crée vraiment un obstacle à la pérennité des services à la base, les services à long terme. Et ça crée aussi une compétition entre les organismes qui est un obstacle à la coordination et à le travail politique. Aussi, beaucoup de fardeaux bureaucratiques qui créent les précarités pour les organisations. Les financements sont fragmentés, c'est tous les différents niveaux de gouvernement. Les horaires sont chaotiques, peu clairs. Alors, ça, c'est un grand problème. Finalement, on voit un manque de reconnaissance de l'expertise du communautaire comme partenaire égal avec une réelle contribution dans les politiques. Et on peut voir ça dans la citation. On a une tendance à instrumentaliser le milieu communautaire. Et c'est surtout le cas quand on ne voit pas un porteur de dossier dans les ministères. Alors, finalement, on est encore en train de vraiment conceptualiser les recommandations. Mais numéro 1, on voit avec cette recherche que les organismes constituent un réseau de soutien. On a besoin de vraiment comprendre et aborder le rôle important des organismes dans la réponse aux besoins non comblés des institutions publiques pour les lesbiennes aînées et plus généralement pour la communauté LGBTQ+. On a besoin des espaces accessibles dédiés aux lesbiennes. On a besoin de soutenir le financement à la mission et les programmes à long terme pour les lesbiennes aînées et améliorer les structures de financement. Numéro 2, les organismes sont au cœur de la système de protection sociale et de démocratie. Alors, ils ont besoin d'être intégrés clairement dans les politiques comme partenaires égaux. On a besoin des porteurs de dossiers dans les ministères et aussi dans les villes.
OK. Aussi, on a besoin de la recherche sur la coordination entre les organismes, le rôle des tables de consultation, les projets collectifs et aussi les croisements entre le milieu aîné et LGBTQ+. Finalement, on a besoin de soutenir le personnel des organismes. Et ça doit commencer avec un reconnaissement de l'expertise politique du personnel. Les enveloppes de financement à la mission ont besoin des salaires, ont besoin d'être comme penser les salaires et les avantages sociaux du personnel et de la soutien en santé mentale pour les personnels et les bénévoles aussi, qui est important. OK, merci. Pour le temps, là, c'est pas mal bon ce matin, pas mal bon. Je pense que j'ai participé à cette recherche-là sous la pression de Julie. Alors, la dernière présentation, Crypt et Lesbo-Queer, minorité solidaire, par Gwendoline Louty, qui est coordonnatrice politique AC Sexe Plus, Access Plus, à la FQPN, qui est la Fédération québécoise pour la planification des naissances. Ne vous attardez pas au titre. La mission actuelle est beaucoup plus large que la planification des naissances. Donc, le mandat de Gwendoline consiste à visibiliser les enjeux de santé sexuelle et reproductive chez les femmes et personnes de la pluralité de genre en situation de handicap. Elle a un baccalauréat en travail social et un en sexologie, c'est là qu'on s'est rencontrés. Gwendoline est une militante anticapacitiste et queer, cofondatrice du balado Au coin du Braisé, et elle anime aussi une chronique sexologique pour Ami Télé. Bonjour à tout le monde. Merci d'être, comme quelqu'un l'a déjà dit, merci d'être présent un samedi matin pour venir écouter toutes ces conférences qui sont extrêmement intéressantes. Donc, merci au RELQ d'avoir organisé tout ça. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Gwendoline Louty. Je suis coordinatrice politique à la FQPN. On va dire FQPN, c'est beaucoup moins long que Fédération du Québec pour le planning des naissances. Et puis, c'est ça. Moi, j'aimerais faire aujourd'hui des liens entre les expériences des personnes lesbo-queer et des personnes en situation de handicap. Pour vous expliquer un peu, en fait, la FQPN, c'est un organisme communautaire qui a été créé en 1972 pour soutenir les familles québécoises dans la planification des naissances. Il y a plus de 50 organismes et des membres individuels à travers le Québec, dont le RLQ, qui font partie de la fédération. Il y a de nombreux projets qui ont émergé, des actions visant à l'accès à l'avortement libre et gratuit en tout temps, visant à l'implantation d'un programme d'éducation à la sexualité dans les milieux scolaires, par exemple. Puis, comme vous pouvez le constater, ces projets demeurent présents dans l'actualité et au sein des mouvements féministes aujourd'hui. Et c'est en 2015 que le dossier Access Plus voit le jour pour répondre aux besoins des membres en situation de handicap d'avoir accès à des informations en santé sexuelle et reproductive et pour la visibilisation de ces enjeux. En tant que coordinatrice politique de ce dossier, je suis ici justement pour aborder ces similarités entre les oppressions des personnes s'identifiant comme lesbo-queer et des personnes de la diversité capacitaire. Ici, je fais un petit moment de vocabulaire pour parler. Donc, j'utilise le terme soit situation de handicap, soit diversité capacitaire. Et pour vous parler de la diversité capacitaire, en fait, c'est ça peut être différents types de vocabulaire utilisés. C'est vraiment pour accroître et en même temps préciser la désignation et l'identification du groupe des personnes vivant avec un handicap. Donc, c'est Véro Leduc qui le définit comme l'expression est proposée pour nommer la diversité des personnes sourdes et handicapées afin de les regrouper sous une dénomination commune pour faciliter l'échange des connaissances les concernant, à l'instar des expressions diversité sexuelle et diversité culturelle qui sont concises. L'expression diversité capacitaire est parfois utilisée. Et puis, pour bien comprendre les enjeux qui m'amènent aujourd'hui, je vous propose une autre définition qui est celle du capacitisme. Donc, c'est un système d'oppression, de discrimination et de préjugés basé sur les capacités physiques, mentales, neurologiques et ou sensorielles d'une personne. Donc, ça, c'est une définition qui est proposée par Dominique Masson. Et il découle en fait la conviction que les individus sont hiérarchisés en fonction de leurs capacités, conduisant à des pratiques discriminatoires
à des attitudes stigmatisantes et à des structures sociales et environnementales excluant envers les personnes de la diversité capacitaire. Puis j'aimerais aussi souligner ici que les dernières statistiques publiées par Statistique Canada sur la prévalence des personnes ayant un handicap au pays, donc ça a été publié dernièrement, là, en décembre 2023, donc c'est 30% des femmes au Canada de 15 ans et plus s'identifient comme en situation de handicap. 30%, c'est vraiment beaucoup. Je vous laisse avec ce chiffre-là pendant quelques secondes. Puis du point de vue de la théorie féministe intersectionnelle, le capacitisme s'est examiné dans le contexte des intersections entre les formes de discrimination, y compris le genre, l'origine, la classe sociale, l'orientation sexuelle. Puis les femmes de la diversité capacitaire, par exemple, elles peuvent faire l'expérience de multiples formes de marginalisation en raison de la conjonction de leur genre et de leur handicap, confrontant ainsi les obstacles particuliers qui résultent de l'intersection de ces identités. Cette approche, elle souligne l'importance de reconnaître les multiples facettes de l'identité d'une personne afin de comprendre pleinement les expériences complexes et variées des individus tout en remettant en question les normes sociales qui favorisent le capacitisme. Puisque les personnes de la diversité capacitaire vivent des obstacles systémiques dans leur vie quotidienne, on peut imaginer que lorsqu'on aborde la sexualité, la santé sexuelle et reproductive, les oppressions sont encore plus présentes, dans la mesure où ces thématiques sont encore très taboues aujourd'hui. Les femmes et les personnes de la pluralité de genre en situation de handicap peuvent avoir davantage de difficultés à avoir accès à une sexualité épanouissante. En outre, dans nos sociétés occidentales blanches, soulignant que la sexualité est dictée par des paramètres qui encadrent ce qui est considéré comme la bonne sexualité ou la mauvaise sexualité. Ces normes amènent les personnes de la diversité capacitaire à être stigmatisées dans l'expression de leur sexualité. Parmi les mythes et les stéréotypes qui engendrent cette stigmatisation, qui sont présentes depuis des temps anciens, on peut retrouver, par exemple, que les personnes en situation de handicap sont asexuelles, qu'elles n'ont pas de désir d'avoir de la sexualité. La présomption d'incapacité à avoir un orgasme, l'idée selon laquelle elles devraient avoir des relations intimes uniquement avec des personnes avec le même type de capacité, l'idée que les personnes sans handicap en relation avec des personnes de la diversité capacitaire sont des saintes, la croyance que les personnes de la diversité capacitaire ne devraient pas avoir d'enfants, le jugement qu'elles ne sont pas attirantes et pas désirables. Ces visions des personnes de la diversité capacitaire demeurent aujourd'hui les raisons principales pour lesquelles elles n'ont pas accès à des soins et des services adaptés en santé sexuelle et reproductive. Le schéma The Sex Hierarchy, The Charm Circle versus The Outer Limit de Rubin, qui a été publié en 1984, mais là, qui a été republié, démontre d'ailleurs que les personnes de la diversité capacitaire sont condamnées à être stigmatisées dans leur sexualité, que ce soit pour l'utilisation de jouets sexuels en raison de leur limitation fonctionnelle, qu'il s'agisse de relations sexuelles avec une travailleuse du sexe, ou même dans un contexte non marital, par exemple. Dans ce schéma, en fait, on peut voir à l'extérieur du cercle tout ce qui est en fait hors norme, donc tout ce qui est mauvais, anormal, pas naturel, comme justement l'utilisation je peux pointer en fait avec la souris, l'utilisation de jouets manufacturiers, d'utiliser, de ne pas être marié. Là, on retrouve aussi l'homosexualité versus l'hétérosexualité. Au centre, c'est vraiment ce qui est considéré comme bien normal, blessed sexually. C'est marqué dans ce... Voilà. C'est ça. Et c'est là, en fait, que je veux vous parler d'une théorie que j'aime vraiment beaucoup aborder, qui est la théorie creep et la théorie queer. Je change de feuille, excusez. Donc, en fait, la théorie queer, elle postule que la société serait construite autour de la contrainte à l'hétérosexualité, donc l'hétéronormativité, et c'est ce qui aurait donné lieu à la propagation de la discrimination à l'égard des personnes des communautés
2S LGBTQIA+. À l'origine, la théorie queer articulait ses revendications autour du refus des catégories d'orientation sexuelle et de genre binaire imposées par les normes sociales. Cette approche, elle valorise et légitime les différentes réalités et les inscrit dans un combat plus général contre les idéologies sociales dominantes. Puis c'est que récemment que l'auteur McRuer utilise ce modèle pour l'appliquer aux discriminations vécues par les personnes de la diversité capacitaire. Il a nommé la CRIP Theory, et là je vais citer en anglais, excusez déjà pour mon accent. The system of compulsory able-bodiedness, which in a sense produce disability, thoroughly interwoven, with the system of compulsory of heterosexuality that produce queerness. In fact, compulsory heterosexuality is contingent on compulsory able-bodiedness and vice versa. Donc, selon la CRIP théorie, le handicap serait donc à l'opposé des corps, entre guillemets, capables ou valides, able bodies, comme le serait toute autre orientation sexuelle sortant de l'hétéronormativité. Les normes établies impliquent que c'est l'absence d'incapacité qui est en haut de la hiérarchie, ce qui fait que les personnes de la diversité capacitaire n'ont pas accès aux mêmes droits que le reste de la population et se voient marginalisées. McRuer souligne que la sexualité des personnes de la diversité capacitaire est soumise à certaines similarités dans les discriminations de la sexualité des personnes de LGBTQIA+, dans la mesure où elle est considérée comme anormale, voire déviante. Puis là, à l'écran, vous pouvez voir des exemples, en fait. Donc, on a le passing, les personnes qui ont un handicap invisible, qui passent pour des personnes qui n'ont pas de handicap. Donc, on va faire le lien avec les personnes trans qui passent pour des personnes cis ou des personnes bisexuelles ou pansexuelles qui passent pour des personnes hétéros. Les obstacles à l'emparentalité, hein, pour les personnes en situation de handicap, on va parler de stérilisation forcée, de découragement des professionnels de la santé envers, de décourager les personnes à avoir des enfants, de l'eugénisme, des coûts qui peuvent découler de ça. La même chose pour les personnes pluralité de genre et d'orientation sexuelle, donc les coûts, l'homophobie dans les milieux de la santé, les longues attentes pour les dossiers d'adoption. Le coming out aussi, qui est par exemple le dévoilement du handicap sur les sites ou les applications de rencontres. Et voilà, le coming out qu'on connaît aussi, dévoilement de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. La contrainte et la présomption, donc il y a vraiment, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, surmédicalisation pour pallier au handicap, donc basé sur le modèle biomédical, la présomption à la validité pour les personnes de la pluralité de genre et d'orientation sexuelle, thérapie de conversion, présomption à l'hétérosexualité et à la cisnormativité, et la hiérarchisation, évidemment, stigmatisation du handicap et stigmatisation des identités queer. Dans ses travaux, Dominique Masson, sociologue, souligne que les points communs entre la CRIP et la queer theory qui illustrent les nombreux parallèles entre ces théories dans la compréhension des différentes réalités dans la société contemporaine. Oui, c'est ça. J'ai deux citations qui viennent d'une revue de littérature par Campbell en 2017. Que je vais vous lire. Moreover, historically, both homosexuality and disability have been stigmatized, medicalized, pathologized, and even viewed as the result of a sin or immorality. If you and et puis je me mélange avec l'anglais, désolé. Et la deuxième citation. If you are a sexually active disabled person and comfortable with the sexual side of your life, it's remarkable how dull and unimaginative non-disabled people's sex life can appear. Je pense que pour beaucoup de personnes de la diversité d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, c'est quelque chose qui peut aussi qu'on peut aussi se faire un lien. Donc c'est ça. Puis ces citations-là, elles démontrent donc la créativité qui émerge d'une difficulté ou d'une impossibilité à performer une sexualité basée sur l'hétérosexisme et la sexualité reproductive. Cette créativité peut être vue comme une réponse dynamique et émancipatrice face aux barrières sociales et aux normes restrictives imposées aux personnes en situation de handicap. J'aimerais ici vous terminer avec une militante qui s'appelle Connie Panzarino,
qui est une militante pour les droits des personnes en situation de handicap et une autrice lesbienne. Elle est née avec une atrophie musculaire spinale et son autobiographie The Me in the Mirror, parue en 1994, retrace son processus pour découvrir sa sexualité ainsi que son vécu en lien avec le capacitisme. Pour les personnes qui ont du mal à lire sur l'image, je suis vraiment contente de lire ça à haute voix aujourd'hui. Donc, c'est une femme en chaise électrique avec une trachéo et elle a une affiche en dessous d'elle qui dit « Tracked, dyke, eat pussy without coming up for air ». Moi, j'aimerais en faire un t-shirt, hein, si quelqu'un est intéressé. Donc, je vais finir pour dire qu'en somme, tout ça, ça met en lumière la nécessité de reconnaître et de respecter la diversité des expressions sexuelles, indépendamment des caractéristiques sociales, physiques, pour promouvoir une compréhension plus inclusive et une égalité de la sexualité. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui s'identifient sur le spectre de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de aussi favoriser les conversations avec les personnes de la diversité capacitaire. Voilà. Bravo pour le timing. Vraiment, ça a été respecté, là. Alors, ce qui laisse la place pour des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci pour les présentations. C'était vraiment riche et très intéressant. Moi, je voulais apporter en fait une petite réflexion par rapport à notre expérience sur la question de la négociation des privilèges en tant que lesbienne au travail. Pour ce qui concerne en particulier la possibilité de transformer ces privilèges en stratégie de résistance partagée. Qu'est-ce que je vais dire? En fait, moi, j'ai joui de privilèges au travail, en particulier en tant que lesbienne s'identifiée en tant que batch. Moi, j'allais au travail dans un bureau habillée comme vous me voyez aujourd'hui, tout le jour. Et je jouis donc de privilèges parce que c'était une ambiance qui était très masculine et moi, j'étais bien acceptée. Donc, j'ai joué avec cela, oui. J'ai joui de privilèges, oui. Et surtout parce que au début, je pouvais pas. C'était un contexte allemand, donc là, je parlais pas trop bien l'allemand. Et ça, c'était le fait d'être si acceptée, c'était un privilège pour moi. Ça me donnait des privilèges en fait. Et à un certain moment, effectivement, je maîtrisais bien la langue et que je suis arrivée à être gestionnaire de projet au sein de l'entreprise. En fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé à partager mes privilèges, dans le sens que j'ai négocié ces privilèges pour construire des stratégies de partage avec mes collègues hétérosexuels, des femmes hétérosexuelles. C'est-à-dire que je commençais à être comme un entre les deux mondes. Et je me demandais, en fait, je voulais discuter avec vous de ça, si ces privilèges, c'est nécessairement négatif ou effectivement, on peut essayer de les utiliser pour créer des stratégies de partage, de résistance partagée au niveau féministe et aussi queer féministe dans certains ambiances de travail, quoi. Merci. Émilie? Oui, ça marche, oui. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Moi, ce que j'ai constaté surtout, alors je pense que c'est parce que les témoignages que j'ai reçus étaient principalement dans le milieu très masculin, avec finalement assez peu de femmes hétéros aussi. Et les avantages qui étaient perçus par les femmes lesbiennes qui ont témoigné étaient vraiment participer à l'entre-soi masculin, ok, vécu comme un avantage, mais toujours au prix d'un sexisme et d'une complicité sexiste vis-à-vis des femmes hétérosexuelles. Et du coup, mais je pense que c'est super intéressant et puis c'est vraiment un axe
que j'aimerais voir, le fait de pouvoir partager ses privilèges et puis d'être dans cet entre-deux. Mais là, moi, ce que j'ai pu constater, en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est plutôt le fait de devoir choisir son camp. Et en tout cas, c'était vécu comme ça par les femmes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont partagé ces avantages-là. C'est qu'en gros, c'était ça. C'était soit je décide de jouir de ce privilège d'avoir accès à l'entre-soi masculin, mais quelque part, je me désolidarise des femmes hétéros. Soit je reste avec les femmes hétéros et voilà, je jouis pas du coup de ce privilège. Bon, c'est un peu schématique, mais c'est ce que j'ai rencontré. Dans des secteurs qu'on appelle traditionnels, C'est ça. masculins ou à C'est majorité surtout là où masculine. pour l'instant, on a eu des expériences, des retours d'expérience. Ouais. Évidemment, tout est encore à faire. Eh oui. D'autres questions? Oui. Merci beaucoup pour les présentations. J'ai une question pour la présentation du gris. Je stick beaucoup sur le vocabulaire, puis je me demandais comment est-ce que vous en êtes arrivé à choisir un terme parapluie ni homme ni femme, dans le fond comme défini par la négative, plutôt qu'un autre terme parapluie, non-binaire, I guess que c'est aussi par la négative, mais comment vous en êtes arrivé à choisir ce terme parapluie-là? Mais en fait, c'est une très bonne question. C'est en comité, mais je pense qu'on trouvait que ça. On ne voulait pas, en fait, utiliser le mot autre parce qu'on le trouvait un peu autrifiant, là, genre mettre de côté. Donc, puis on voulait vraiment ouvrir la porte à vraiment beaucoup d'autodéfinition avec la ligne qui était à côté pour spécifier. C'est quelque chose qu'on réfléchit constamment, là. Donc, on travaille en ce moment sur des questionnaires qui vont peut-être être différents, qu'on va distribuer dans les classes. Puis pour l'instant, c'est ça, on est encore en train de faire des tests, de voir qu'est-ce qui va être le plus encourageant ou le plus sécurisant pour les personnes pour répondre, mais en même temps qui va nous permettre d'avoir des informations faciles à partager à nos bénévoles, mais aussi à l'extérieur, là. Donc, c'est ça, on travaille fort là-dessus, puis je pense qu'on s'en vient vers des solutions qui sont peut-être mieux que celles qu'on a en ce moment, mais voilà. Oui. Oui, j'ai aussi une question pour le gris. Je voulais savoir, vous avez parlé des résultats concernant les identités des élèves et qu'en est-il? En fait, je suis moi-même bénévole pour le gris, donc c'est pour ça. Qu'en est-il des bénévoles? Est-ce que vous avez une répartition aussi de toutes les identités? Parce que vous n'avez pas tant parlé de ça, et donc est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez aussi ou... Mais on ne prend pas le temps de faire tout le temps les statistiques sur nos bénévoles, mais quand même, on a beaucoup de diversité, oui. C'est sûr qu'on on fait du recrutement pour essayer d'avoir le plus de diversité possible. Mais donc, on a des personnes qui s'identifient comme gays, lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles, queer. Puis dans le volet identité, mais on a aussi vraiment beaucoup de diversité. Mais j'avoue que je ne suis pas la personne qui est la plus apte à répondre à cette question-là. Mais il y a Marie si elle veut répondre. Donc, on a vraiment beaucoup de diversité, mais on pourra s'en parler si tu veux. Parce qu'avec mes autres collègues, je pense que je serais capable de donner des réponses plus claires, vu que c'est elles qui sont en contact avec les bénévoles qui se dirigent en classe le plus. D'autres questions? Oui, à l'arrière. Bonjour, merci pour les présentations, c'est très intéressant. J'ai aussi une question pour l'équipe du gris. On parlait, j'ai trouvé les histogrammes à propos de si vous avez une sœur qui vous annonce qu'elle est lesbienne, etc. Je ne sais plus quels étaient les titres exacts. Et on remarque évidemment que les hommes sont assez moins tolérants, si je peux utiliser ce terme-là. J'ai des réponses qui me viennent en tête, mais je me demandais si dans vos travaux, est-ce qu'il y avait des réponses qui venaient par rapport au pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons? J'imagine qu'il y a énormément d'idées reçues. Il y a aussi les masculinités toxiques, le patriarcat, tout ça. Mais je voulais savoir si on avait réussi à objectiver les raisons de ce manque de tolérance. Comme on ne fait pas de suivi, Amélie. oui, quand même. Mais comme on ne fait pas de suivi, en fait, d'entrevue ou de trucs comme ça, c'est un peu difficile d'aller chercher exactement le pourquoi les jeunes qui ont répondu
ces réponses-là le pensent. Là. Donc, mais des fois, dans les questions ouvertes, ça arrive qu'il y a des personnes qui en parlent. Puis j'ai l'impression que quand c'est dans la famille, il y a beaucoup d'attentes envers les personnes qui sont dans la famille. Donc, je pense que ça viendrait briser des attentes. Puis il y a aussi, je pense, une façon de... Je sais pas, en fait. Pour vrai, je pense que je pourrais m'en aller dans plein de directions, mais je pense qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport c'est ça, aux gens dans la famille. Puis ça viendrait briser tout ça. Puis tandis que les amis, ben, on peut les changer s'ils ne nous conviennent plus. Donc, je pense qu'il y a un peu ça, là, le fait ben, on peut rejeter plus facilement une personne avec qui on est amis, malheureusement. Mais mais tandis que quand c'est dans la Delphi, ben, c'est plus difficile de tasser cette personne-là de notre vie. Mais je pense que la question portait aussi sur les gars, ce qui, j'allais dire encore une fois, le vieux classique, c'est-à-dire c'est pas nouveau. Je ne sais pas s'il y a eu des changements, mais... Non. Bonjour, je m'appelle Marie. Non, mais effectivement, en fait, l'école, c'est une mini-société, donc ces données-là sont les reflets de ce qu'on trouve ailleurs, dans le milieu de travail, même dans le milieu sportif, un peu partout, où effectivement, les garçons et les avec la diversité sexuelle de façon générale, sauf sur la vision de la lesbienne, où là, ça monte, évidemment. Donc, tout ce que vous avez cité en termes de masculinité toxique, ce sont toujours ces lignes-là. Puis, je voulais juste, merci, me permettre en passant de rajouter par rapport au vocabulaire, en fait, la difficulté, c'est que nos questionnaires sont utilisés pour tout le secondaire, donc avec des jeunes à partir de 12 ans jusqu'à 17. Et il faut toujours qu'on trouve un équilibre. Comme vous avez vu, en fait, les interventions du GRIS sont des interventions d'éducation, de sensibilisation universelle qui s'adressent majoritairement aux jeunes qui ne sont pas de la diversité. Donc, on doit toujours trouver un équilibre entre respecter notre propre vocabulaire identitaire de communauté et être compréhensible pour des jeunes qui n'ont absolument aucune idée de ce que c'est. Donc, par exemple, le mot non-binaire, la non-binarité, on peut passer certaines fois 15 minutes à expliquer ce que c'est. Donc, mettre ça dans un questionnaire at large pour tous les jeunes, en fait, probablement qu'à ce stade-ci, on verra dans les prochaines années, mais à ce stade-ci, ça nuirait à leur compréhension du questionnaire et donc à notre recherche. Oui. Alors, merci beaucoup pour toutes les présentations. Puis aussi, je tenais à souligner tout l'intérêt d'ouvrir sur la dimension du capacitisme. Il y a également là, des liens dans les luttes intersexes entre c'est ça, capacitisme et traitement médical de l'intersexuation. Ce n'est pas repris par l'entièreté des activistes intersexes, mais par une portion d'entre nous. Sinon, je voulais revenir sur la dimension du travail. Donc, il y a un petit bout avec lequel j'ai une certaine interrogation. Donc, quand vous rapportez donc, les critiques, par exemple, de Bouche-Tard, qui dit que chez certaines populations racisées, je pense que c'est des communautés maghrébines, on ne va pas parler des pratiques sexuelles en milieu de travail. Et je me demandais qu'est-ce qui était entendu par pratique sexuelle, parce que très souvent, moi, traditionnellement, ici, quand on disait, ben là, vous n'avez pas à faire votre coming out parce que, ben, pourquoi vous parlez de votre sexualité? Il y a comme cette réduction-là entre juste mentionner le fait qu'on est en couple avec une personne de même sexe et le fait qu'on soit en train de parler de pratiques sexuelles au lit, alors que c'est pas la même chose. Puis c'est une logique hétérosexiste que de ramener ça à, c'est juste mentionner ton couple, c'est parler de sexe au lit. Donc, c'est ça, je me disais, ben, est-ce qu'elle est plus, qu'est-ce qu'elle développe là-dessus? Est-ce que c'est ça à quoi elle fait référence quand elle parle de pratique sexuelle? Parce que, voilà, là, non, effectivement, un petit peu de problème avec ça. Non, son propos était vraiment de parler pas de pratique sexuelle, mais d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle. Et oui, effectivement, je comprends la question, je comprends que ça mène à confusion. Mais non, l'idée, c'était vraiment de faire le parallèle avec le fait que c'est une identité moins dissible, en tout cas qui est
c'était juste ça la dimension que je voulais soulever. Merci pour la précision, du coup, ça permet de repréciser ça. Je vais renchérir là-dessus. J'avais noté justement dans ta présentation que par rapport au milieu de travail, il y a toute la dimension de l'hétérosexualisation de l'espace. En fait, pas seulement de travail, mais moi, des fois, je dis dans la blague, je vis dans Hétéroville. Je veux dire, bien sûr, et il y a les espaces, puis il y a aussi les rites. Par exemple, moi, je me souviens d'être dans un milieu de travail, puis là, Oui, oui, tout à fait. Et c'est exactement ça, quoi. C'est la mise en scène constante de l'hétérosexualité qui passe complètement inaperçue et qui fait que, effectivement, moi, c'était la première réflexion que j'avais quand j'ai commencé ma thèse et que je parlais de ce sujet. Les réflexions, c'était souvent, mais je vois pas le rapport. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de notre sexualité au travail? Et puis, en fait, je pense qu'il suffit d'une observation très, très courte dans n'importe quel espace de travail pour juste enregistrer le nombre de fois où les hétéros parlent de leur hétérosexualité pour se rendre compte que peut-être c'est pas si grave si on parle de notre conjointe, effectivement. Bon, on va marcher. Alors, voici un qui fonctionne. Ben, merci. En fait, c'est encore pour faire du chemin sur cette réalité justement de parler de sexualité versus de réalité dans laquelle on navigue dans sa vie, dans nos pratiques, mais aussi dans notre manière de performer l'amour. Moi, je travaille dans le culturel, puis on lutte beaucoup pour avoir des formulaires d'auto-identification à l'accès au financement, à l'accès à beaucoup de choses. Puis on vit beaucoup de problèmes avec justement beaucoup de ressacs de personnes qui viennent nous dire ça, votre intimité ne nous concerne pas. On a énormément ça qui revient en permanence. Donc maintenant, il y a comme une lutte qui là, ce qui a réussi à passer de façon très factuelle, c'est un fait. Ne pas s'identifier comme personne blanche, ça y est, ça c'est fait. Mais nous, on vit énormément de lutte pour justement dire, eh ben, si je peux dire que je ne suis pas une personne blanche, est-ce que je peux aussi dire tout le reste? Parce que c'est comme le top de l'iceberg, puis rentrer encore dans une... Donc c'est plus un chemin à faire là-dessus sur justement plus un merci, le fait que moi aussi je ressens beaucoup ce rapport-là en culture, puis le fait de aussi, je pense, ne pas pouvoir exprimer le fait qu'on appartienne à la communauté queer, ça nous empêche dans le financement d'être vu aussi pour le point de vue différent qu'on est capable d'apporter à l'écran ou ailleurs, c'est dans n'importe quelle sphère de travail. Puis je trouve ça absolument effarant, mais en permanence, que notre manière de performer est toujours associée à une hypersexualisation ou un regard sexualisé de notre propre personne, là où performer, accomplir certaines étapes d'un schéma amoureux hétéronormatif, c'est un accomplissement de vie, alors que nous, on est dans une performance d'hypersexualisation et sexualisation de notre personne. Fait que c'était plus dans cette réflexion-là que tout ça m'a amené. Fait que merci. Puis je pense qu'on doit effectivement lutter. Voilà. Merci. J'avais une question. Je m'excuse, j'ai oublié votre prénom. Gwendoline, merci beaucoup. On voyait que
au cours de la situation des personnes lesbiennes, le fait d'accéder à la parentalité pouvait amener une forme de renormalisation, au moins dans un certain temps. Je me demandais si pour votre sujet qui était de comparer les situations, vous aviez remarqué que l'accès à la parentalité pour des personnes peut-être vues socialement comme non en capacité de le faire, jouait le même rôle. Alors en fait, c'est une bonne question parce que la parentalité en situation de handicap, c'est un sujet très compliqué parce qu'il y a eu énormément, en fait, il y a pu y avoir ce qu'on appelait à l'époque des alertes bébés. À l'époque où maintenant ça n'existe plus, mais les parents en situation de handicap peuvent être impliqués dans des dossiers à la DPJ parce que on prend pour acquis que c'est des personnes qui ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants puisque elles ne sont pas capables de s'occuper d'elles-mêmes, en gros. Donc, ça fait en sorte que ça les normalise pas tant, en fait. Ça n'a pas le même impact que pour les personnes de la communauté lesbienne. Parce que justement, il y a cette discrimination et cette stigmatisation, en fait, qui dit que les personnes qui sont en situation de handicap ne sont pas capables de s'occuper d'elles-mêmes, donc pas capables de s'occuper d'un enfant. Donc, puis il y a souvent des surprises. Si, par exemple, une personne en situation de handicap commence à parler de son enfant, il va y avoir comme « Ah oui, tu as un enfant, toi ». Ou justement, dans le balado Au coin du brasier que j'ai fait, il y a un épisode sur la parentalité. Et puis, il y a la personne qui est venue témoigner, elle expliquait qu'un jour, pendant sa grossesse, elle est allée aux urgences pour aller consulter suite à quelque chose qui lui était arrivé. Et le professionnel de la santé a eu un comportement vraiment négatif envers sa grossesse en disant mais c'est complètement irresponsable que vous soyez enceinte, vous pouvez comme transmettre votre handicap ou alors vous allez avoir des conséquences terribles pour votre santé, donc eugénisme ou voilà, conséquences pour sa santé. Donc, ouais. Une dernière question, 5 minutes, on a encore un peu de temps. Moi, j'aurais une question pour Mégane, pour développer peut-être un peu parce que ce dont elle a traité, c'est mon groupe d'âge, n'est-ce pas? Et il y a une certaine urgence aussi. Puis, en termes de stratégie pour les organismes communautaires, pour arriver à débloquer des choses, parce qu'on sait que le système de santé, c'est extrêmement lourd. Et souvent, on a un peu le sentiment, on peut avoir le sentiment, en tout cas, que de toute façon, ça ne donnera rien, on va se débrouiller avec ce qu'il y a. Je ne sais pas si vous avez, à partir de ce que vous avez fait, s'il y a des stratégies suggérées, je sais que parce que la conclusion, ça a été un peu vite, là, donc est-ce qu'il y aurait des stratégies à prioriser? Pour le secteur communautaire? Oui. Si ça fonctionne. Oh, proche, OK. Alors, c'est difficile parce que je pense que l'État veut que le secteur communautaire ne fait plus. Comme on voit qu'ils font beaucoup comme de la transport, de l'accompagnement. Je pense que l'État veut comme traiter le secteur communautaire comme un peu comme un sous-traitant de l'État et instrumentaliser. Alors, c'est difficile. C'est comme dans beaucoup de nos interviews, c'est comme I just want the public sector to be better. Like, I want it to work better. I don't want to do its work. Comme un peu comme ça, à la même fois, comme on voit que les demandes sont là. Alors, c'est difficile. Et surtout, comme à Québec, il y a comme cette politique du secteur autonome communautaire aussi, comme on reste politique, on reste plaidoyer sur les systèmes de santé. Alors, il y a comme c'est difficile. Mais je crois que dans les autres entrevues, il y avait comme les idées innovantes, comme quelqu'un a parlé de comme like a Dyke Run Home Care Company ou quelque chose comme ça, comme une économie sociale et les choses comme ça. Mais à la même fois, ça ne va pas combler comme toutes les lacunes dans le système de santé. Alors, c'est complexe. Ouais. Merci.
Excusez, je voulais juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire dans ma présentation. Mais en ce moment, je travaille sur la 2e saison du balado Au coin du brasier. Puis il y a un formulaire de recrutement sur le site de la FQPN. Donc, si jamais vous vous identifiez comme faisant partie de la diversité capacitaire, vous pouvez participer donc à cette 2e saison. Merci. Est-ce qu'on va mettre fin à l'activité? Bien, merci. Merci aux présentatrices, présentatrices.